qui organise, donc on va revenir un peu à la littérature, c'est bien. Juste avant de démarrer, grâce à mon ami Elgas, j'ai retiré d'un texte d'Antoine Compagnon, un texte qui va être peut-être le fil rouge de cette discussion. Il parlait de Thibaudet, qui est donc un illustre critique littéraire, et il disait Thibaudet tenait à sa théorie des trois critiques. La critique spontanée ou parlée, celle des salons ou des journaux, la critique professionnelle, celle des chaires, des professeurs, enfin la critique des écrivains, la plus importante car créatrice. Ça, c'est un texte de Antoine Compagnon. Je pense que ce sera bien que ce soit notre fil rouge, parce qu'on va pouvoir définir qui est qui et pourquoi et qui est dans quoi. Je vais présenter rapidement ceux qui sont là, parce que quelque part, en les présentant, ils définissent aussi leur position. Et donc, à chaque fois, je demanderai à chacun de se définir sur ce thème de la critique, où il se positionne. Commencer peut-être, comme dirait Joël, à mon extrême droite. Par Réassi. Donc, la Russe Longus, qu'est-ce que tu préfères, la Réassi ou la Russe Longus? Longus, ça va être plus ça. Donc, Longus, c'est un blogueur littéraire depuis plus de 10 ans, littéraire culturel, pas que de la littérature, sur le blog Longus, depuis un peu plus de 10 ans. Parenthèse, il est aussi auteur, puisqu'il a commis une nouvelle qui s'appelle Bonjour dans un recueil collectif. C'est une activité marginale, mais je tiens à le souligner parce que ça aura de son importance dans la suite. Et ensuite, il est aussi animateur d'une émission sur la littérature de Web TV sur Sud Plateau TV depuis 3-4 ans maintenant. 5 ans, c'est un peu long que ça. Dans les lectures de Bongus. Il se définit comme un passionné de littérature qui souhaite participer à une meilleure visibilité de certaines littératures marginales, améliorer la communication sur l'apparition de nombreux ouvrages et permettre une meilleure circulation des idées dans l'espace francophone. Donc, en le définissant, en le présentant, je définis plusieurs positionnements que Bongus a. Et donc, ma première question à Bongus, ça va être Bongus, comment il se définit comme étant un promoteur des littératures, comme étant un chroniqueur littéraire, ou comme étant un critique littéraire, ou est-ce qu'on peut être les trois à la fois? Bon, bonsoir, d'abord je remercie Présence africaine et cette très belle initiative de l'université La Rentrée de Présence africaine et une certaine émotion quand même à intervenir dans le cadre de cette institution après 10 ans de prise de parole sur les livres. Je trouve que c'est passionnant de voir intervenir dans le cadre de cette rencontre. Alors comment se définir? La question elle est difficile. Moi, je me définis d'abord comme un lecteur passionné. Je pense que c'est mon positionnement premier, parce que ma démarche de création du blog littéraire chez Gangweus a été avant tout le désir de poser des notes de lecture et profiter du fait de la révolution numérique avec le web 2.0, de pouvoir partager ces notes de lecture. Et progressivement, en enchaînant les notes de lecture, en essayant de les approfondir sur des auteurs particuliers, on finit par produire quelque chose qui va au-delà du simple regard du lecteur, pour pouvoir poser peut-être quelque chose qui peut s'apparenter à la critique. Moi, je pense que maintenant, pour certains de mes textes, pour moi, sont des critiques abouties, d'autres sont des impressions de lecture. Voilà, c'est assez difficile pour moi de me définir. Je préfère dire que je suis un passeur de mots. D'accord, ça c'est de la pudeur, mais vous différenciez certains de vos textes comme étant des critiques, mais qu'est-ce que vous mettrez derrière? Quelle est la caractéristique des textes que vous considérez comme étant des textes de critique littéraire, de ceux qui... Qu'est-ce qu'il y aurait dedans, une caractéristique selon vous, pour nous orienter? Bon. D'abord, j'ai un petit souci parce que la notion de... Pour moi, la critique, c'est une prise de parole sur un texte. Alors quand on creuse, il y a plusieurs types de prises de parole.
Je considère que quand je rends publique une note de lecture, c'est une critique littéraire. Maintenant, après, on peut aller plus loin. Je sais que j'ai produit des articles, j'ai fait des recensions pour, par exemple, Culture Sud, où je mettais beaucoup plus d'énergie, j'allais chercher beaucoup plus sur certains aspects techniques, je creusais un peu plus parce que j'étais dans un contexte qui était beaucoup plus normé, alors que sur mon blog littéraire, je peux produire une critique très rigoureuse, comme je peux produire vraiment une impression de lecture, un contexte de lecture. Voilà, donc il y a plusieurs approches. Et quand je suis en émission littéraire, c'est encore une autre forme de critique littéraire, puisque je mets en scène, en donnant la parole à plusieurs lecteurs et en me mettant moi-même, en me positionnant comme animateur, je produis aussi une critique plus ou moins aboutie. Cela dépendra après de l'interprétation de l'internaute. D'accord, donc vous êtes plus sur le... On est toujours dans la première phase de présentation. Je vais me permettre de commettre l'impair de passer sur Morgane Foncois. Je me le garde pour la fin de cette première série. De passer sur donc, Linon Chavos, qui est doctorante à Sorbonne Nouvelle. Il paraîtrait si je fais l'erreur. Donc vous êtes l'auteur de nombreux articles et de recensions sur la littérature francophone. Votre thèse porte d'ailleurs sur la tentation encyclopédique de l'espace francophone africain. C'est le titre en raccourci. Et vous êtes à l'initiative, ou en tout cas partie prenante, de l'Afrique transversale, un séminaire mensuel qui se propose de lire, d'analyser et de commenter des textes en lien avec l'Afrique. Donc de tous ces différents positionnements, en tant que doctorante, en tant que membre de l'Afrique transversale, là aussi, je voudrais que vous définissiez votre place dans le cadre d'aujourd'hui, la critique. Est-ce que vos différentes interventions, vous les considérez comme étant votre rôle est un rôle de critique, d'analyste de ces textes, des textes, ou de vulgarisatrice simplement? Alors déjà, j'aimerais commencer par remercier vraiment très sincèrement Présence Africaine pour cette invitation. C'est très impressionnant pour moi d'être ici. Et j'aimerais surtout adresser un remerciement tout spécial à Elgas et à Bougarsa, grâce à qui je suis ici. J'aimerais les remercier non seulement pour cette invitation, mais aussi justement pour la disponibilité qu'ils ont toujours eue dans le cadre de ce séminaire à l'ENS Afrique transversale. Ils ont toujours accepté de venir pour y discuter avec nous et pour entrer précisément en dialogue, en contact autour de certaines thématiques et de certains textes. Et je pense vraiment que si je devais donner une définition de la critique, elle passerait d'abord par cette idée de dialogue et de contact. Donc je vais essayer d'entrer moi-même dans ce dialogue depuis une position que vous avez bien définie comme étant une position relativement incertaine. Je suis vraiment en position de chercheur débutant dans une université parisienne. Et c'est à partir de cette position, qui est bien sûr partielle, que je vais essayer de parler. Et j'espère que vous excuserez une maladresse que cela induit. Alors, en ce qui concerne la question que vous me posez sur la critique, j'en reviendrai volontiers à ce qu'a dit Romuald Foncois hier, en clôture de la journée sur les politiques du texte francophone, qui avait plu à la Fondation Lucien Rail. Et il nous disait, après nous avoir écoutés, que bon, vous aviez encore beaucoup de progrès à faire, c'était sûr, mais qu'il nous invitait à poursuivre dans la voie que ce colloque organisé donc par les doctorants de la Sorbonne avait contribué à ouvrir, tout le monde à perpétuer, qui était la voie d'une étude littéraire des textes. Et il nous invitait, en tant que jeunes chercheurs en littérature, à être vraiment fidèles à ce que notre formation impliquait en termes de rapport au texte. C'est-à-dire qu'il nous invitait à ne pas fuir le texte, à vraiment nous confronter à ce texte, à nous engager dans un travail presque de corps à corps avec le texte. Et je pense que c'est vraiment là-dedans que réside le défi de la critique. Et c'est d'autant plus un défi peut-être dans le cas d'une critique qui s'attacherait à des textes venus d'Afrique ou qui parlent d'Afrique, parce que, et c'est l'objet des réflexions que nous avons essayé de mener entre autres à l'ENS, le critique qui s'attache à ces textes a une sorte de tentation schizophrène. C'est-à-dire que le critique qui s'attache à ces textes, j'ai l'impression, déploie des personnalités multiples. Il se sent tenu
relation à un objet extrêmement particulier, un sujet aussi bien sûr, un objet littéraire extrêmement particulier, d'assumer simultanément plusieurs casquettes. Et ça me fait toujours beaucoup penser à un texte très drôle et très sombre à la fois de Goldman Chibara qui s'appelle La récompense de la cruauté. Dans ce texte, vous avez un monstre qui apparaît. Un monstre, dans ce texte, c'est ce qui fait du bruit, c'est ce qui interroge, ce qu'on ne comprend pas. Et pour s'attaquer à ce monstre, pour essayer de voir ce monstre, on a une véritable escouade qui se constitue. C'est-à-dire qu'on a à la fois un corps militaire, un administrateur, un zoologue, un archéologue, etc. On a tout un corps composé de gens extrêmement divers. Et j'ai l'impression parfois que le critique, quand il est confronté à certains textes, et notamment à ces textes qui parlent d'ailleurs, se sent obligé parfois de se constituer en escouade. Et pour moi, l'un des défis que nous pose la réflexion sur la critique, c'est de renoncer peut-être à cette position d'escouade pour vraiment nous recentrer sur le travail littéraire. Le travail du littéraire qui serait de s'engager d'un point de vue personnel. Je prends là pour exemple, j'ai des très bons amis qui ont monté un espace qui s'appelle la Plume francophone, qui est un espace excellent que j'ai découvert. Mais ce qui était particulier pour moi, qui n'est pas de formation littéraire, c'est que j'ai découvert qu'ils avaient une vision qui était très analytique. C'était vraiment dans l'analyse des textes, qui parfois, moi, me perturbait parce que c'était une analyse que j'estimais assez froide, où on n'avait pas d'engagement de notion personnelle, mais en même temps qu'il y avait un gros niveau de détail, une profondeur extrême. Est-ce que vous êtes dans cette approche on va dire, de non-engagement subjectif du critique, et plutôt d'analyse, ou le corps à corps dont vous me parlez, c'est votre engagement à vous en tant que lecteur ou lectrice au-delà de la littéraire? Je pense que s'il y a une subjectivité, la primauté elle est sans doute à donner à la subjectivité du texte. Et que la subjectivité du critique universitaire, si elle est à mon avis indéniable, si elle est toujours présente, elle doit céder le pas. Elle doit vraiment apprendre à céder le pas à cette subjectivité du texte et sa singularité en tant que texte. Ensuite, j'ai l'impression que le critique est quand même un lecteur particulier, qui dispose certes de certains outils, comme vous le dites, qui peut donner une impression de froideur, presque parfois de violence à l'égard du texte. Il y a une certaine violence du texte critique, je pense que c'est vrai. Mais je pense aussi que le critique est tenu non seulement à un certain enthousiasme, mais aussi à un certain nombre d'engagements. Et je pense à un texte de Julien Grec qui s'appelle La littérature à l'estomac, où il explique qu'aujourd'hui, il y a un statut particulier du lecteur, parce que le lecteur bat la campagne. C'est-à-dire qu'on a un lecteur qui est libre de ses propres choix, qui ne répond plus à certains discours d'autorité, qui s'affirme comme lecteur libre. C'est une excellente chose, évidemment. Je pense que le critique universitaire, non seulement c'est un lecteur qui bat la campagne, comme tous les autres, mais c'est aussi un lecteur parfois qui est venu de battre le rappel et qui donc doit s'engager aussi subjectivement, parfois, dans la lecture des textes qu'il produit. On va passer sur Rali Liablaï, j'espère que je le prononce bien. Donc, au départ, quand j'ai vu Rali faire une partie de la table ronde, je me suis dit, chic, j'ai le troisième, le pendant, critique de l'écrivain, tel que l'a défini, tel que j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, en fait, j'ai d'abord découvert, grâce au roman étranger, sur le blog, justement, chez Bordeaux, qu'il avait chroniqué. Et ensuite, je découvre que vous êtes doctorant à l'université d'Oxford, en Angleterre, et que vos recherches actuelles portent sur la littérature francophone et la théorie littéraire. Et vous avez de nombreuses contributions dans des revues littéraires ou de revues académiques. Donc là, justement, votre positionnement, vous avez un double casquette, écrivain et doctorant. Et moi, j'aimerais vous demander si vous voyez-vous en tant que critique littéraire, notamment dans les recensions que vous faites. Est-ce que vous vous positionnez comme critique littéraire, comment vous la définissez, ou votre rapport en tant que critique littéraire? Et ensuite, vous aurez-vous la charge de répondre du fait que est-ce qu'un auteur peut impunément critiquer ses confrères? Donc, déjà, comment vous vous positionnez dans ce monde de la critique littéraire? Ça va être très difficile de répondre à la dernière partie. Non, rapidement, moi je pense que
si on veut dresser peut-être un bilan, un état des lieux de ce qu'on appelle la critique littéraire, je vais peut-être simplifier, mais du moins je vais livrer ma vision des choses. Après, on pourra en débattre et en discuter. Moi, je pense qu'il y a, de manière générale, il y a 3 grandes familles de critiques littéraires. Je mets critique littéraire entre guillemets, parce qu'après, on pourra en discuter. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler des journalistes littéraires, d'accord? C'est-à-dire des journalistes littéraires, ce sont donc des lecteurs qui vont informer un public plus large de la parution et de la publication d'un certain nombre d'œuvres et de livres. Donc là, on est... Sur un aspect promotionnel plutôt de la littérature. Alors effectivement, il y a toujours cet aspect promotionnel. Après, on pourra parler peut-être des entrecroisements de tous ces aspects, parce qu'il y a l'aspect promotionnel, il y a l'aspect critique, il y a l'aspect technique, dont on a parlé, analytique. Donc déjà, il y a cette première catégorie, je dirais, d'accord? Donc c'est les journalistes littéraires, qui se définissent d'ailleurs comme critiques littéraires, d'accord? Et une deuxième famille, ce sont les chercheurs universitaires qui, par leurs travaux universitaires, sont amenés à faire des recensions, d'accord? Ils sont amenés à faire des recensions d'ouvrages. Donc moi, personnellement, et on le sait, c'est connu, en tant que chercheur universitaire, on est amené à présenter des livres. Alors, c'est là où il faut faire la distinction. C'est que quand c'est publié dans un journal académique à vocation de recherche et à vocation universitaire, là, on est soumis à des règles académiques en termes de présentation, en termes de publication, en termes d'approche, de méthodologie, etc. Et puis, il y a, je dirais, une troisième famille que vous avez abordée, à savoir ces écrivains qui peuvent se retrouver à faire des recensions, à écrire des recensions sur d'autres livres et d'autres ouvrages, à opérer un peu au sein de la famille littéraire. On parlait tout à l'heure de famille, de fraternité, etc. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Sincèrement, la façon dont j'opère personnellement, je reçois beaucoup de livres, j'écris beaucoup de recensions dans le champ de la littérature maghrébine, dans le champ de la littérature africaine, française. Je reçois des livres et je lis avec grand plaisir beaucoup de livres et j'en fais des recensions sur des plateformes en ligne, des magazines littéraires, etc. On pourra peut-être revenir d'ailleurs sur cet aspect-là. On rentrera dans le détail là-dessus. Bah oui, parce que ça c'est un vrai sujet également, c'est que le sujet du média dans lequel on publie. Est-ce qu'on publie dans un journal académique qui est destiné aux universitaires et qui peut-être n'atteint pas un public plus élargi, qui ne vulgarise pas et qui n'atteint... Alors, je ne dirais pas qu'il ne vulgarise pas, attention, parce qu'en fait, on peut très bien trouver des articles, des recensions académiques qui sont très accessibles. Parce qu'on n'est pas sur un article académique, on n'est pas sur un travail de recherche, on est sur une recension, c'est-à-dire on est sur une introduction, une présentation de l'ouvrage et une mise en perspective de sa contribution à un domaine donné. Donc, par exemple, si on parle, je peux évoquer par exemple les post-colonial studies, c'est-à-dire les études postcoloniales. Alors, si on va faire une recension d'un ouvrage académique ou d'un ouvrage collectif dans ce domaine-là, ben, on va en présenter l'argument et puis on va essayer de le situer, d'évaluer cette contribution dans un champ donné, dans une discipline donnée. Voilà de manière un peu schématique, mais je pense qu'on pourrait revenir sur le... Vous vous engagez sur le fait que vous êtes un critique littéraire, avec les deux casquettes. Il faut s'engager sur le mot. Alors encore, moi, le terme de critique littéraire, le titre de critique littéraire ne me dérange pas. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que, voilà, exactement, il faut bien le définir, et il faut aussi être conscient que dans le milieu académique, on a souvent tendance à écarter ou à considérer un critique littéraire comme un travail qui n'est pas, une critique littéraire comme un travail qui n'est pas académique. Alors souvent, moi j'ai des collègues qui me disent, par exemple, ou qui voient ce que j'écris de manière un peu, suspecte, on va dire, d'accord? C'est-à-dire que, alors même que je peux être amené à faire des publications académiques, mais je trouve que la critique littéraire est un espace qui est nécessaire, qui est indispensable, pour la simple raison, c'est que les publications académiques, elles ont leur temps, elles ont leurs règles, elles ont
leur autonomie en tant qu'espace indépendant et autonome. Mais la critique littéraire, elle est là pour accompagner, elle est là pour suivre une actualité littéraire, et pour des raisons de temps, pour des raisons d'exigence académique, pour des raisons de normes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour publier, je vais donner juste cet exemple-là et on pourra élargir la discussion. Aujourd'hui, pour publier une recension dans un journal académique, ça peut attendre 1 an, ça peut prendre le délai d'1 an. Je considère qu'il est inconcevable d'attendre 1 an, plus d'1 an des fois, pour avoir une recension d'un ouvrage qui vient de sortir. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que cet ouvrage qui vient de partir, il faut en parler tout de suite. Il faut en parler dans les 3 mois, dans les 2-3 mois. L'urgence par rapport à l'actualité littéraire. Tout à fait. Maintenant, on peut très bien combiner les approches et faire une critique littéraire sérieuse qui met en valeur, qui évalue la contribution de l'ouvrage en question et qui le présente au public. Donc, mon dernier intervenant, je l'ai gardé sciemment sur la fin parce que je vais commencer par dire honte à moi. Parce que Romuald Franco, je pense que vous êtes nombreux à avoir entendu ce nom. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que j'entends ce nom et j'avais jamais eu la curiosité d'aller fouiller. Et puis, quand je suis allé fouiller, je me suis dit, je vais faire un petit texte de présentation et puis j'ai commencé à faire 1 page, 2 pages. Je me suis dit, bon, on va falloir s'arrêter là. Docteur, et je ne vais pas. Évidemment, ça fait des années qu'il est impliqué dans tout ce qui touche aux littératures africaines. Je vais juste sortir une phrase où, en interrogeant un peu pas mal d'amis qui sont dans ce milieu littéraire, on dit que franchement, Romuald Franco, ça doit être le premier accoucheur de thèse sur la littérature francophone et africaine existant aujourd'hui. C'est la phrase qu'on m'a sortie par un ami. Et c'est faux parce qu'il y en a plus. On va établir un top 5. Donc, à M. Francois, pour moi, ça nous permettra peut-être d'avoir son regard, lui, de professeur sur cet aspect de critique littéraire, avant qu'on aille peut-être sur les aspects, je dirais, un peu plus. On va s'engager un peu plus personnellement, je dirais, dans la discussion. Sur ce que j'ai vu, il y a un travail littéraire de gens, quand ce sont des professionnels, ils ont fait des études de littérature, on écrit des articles, on écrit des livres. Et moi, j'aimerais bien que vous, votre regard de professeur, vous puissiez nous éclairer sur, en termes de contenu, ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui. Donc, Réassi dit que lui, certains de ses textes, il considère que ce n'est pas de la critique littéraire, et d'autres oui. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, nous, en lecteur lambda, ce que dans un texte nous pourrions considérer comme étant une critique littéraire, ou ce qui serait dans un livre, par exemple, qui aimerait plutôt de l'essai en littérature. Est-ce qu'on n'a pas tendance à mélanger les deux, entre quelqu'un qui ferait de la critique littéraire ou qui serait un essayiste, tout simplement, ou est-ce qu'à partir du moment où on a fait des études de littérature comparée, on est de fait dans la critique littéraire? Oula, il y a beaucoup de choses dans cette question. Alors, je ne sais pas par quel bout je vais prendre ces questions. Bon, d'abord, merci à tous d'être là, surtout à cette heure-ci, pour écouter parler des choses qui ne servent à rien du tout. C'est ce qui ne sert à rien du tout, c'est la critique littéraire. Si je fais juste une petite comparaison entre la table ronde qui a eu lieu tout à l'heure et celle-ci, vous voyez tout que là, tout le monde est mort, alors que tout à l'heure, tout le monde voulait absolument prendre la parole pour poser des questions, parce que c'est le français, c'est le développement, c'est l'Afrique, c'est important. Bon, la littérature, ça ne sert à rien. Donc il faudrait qu'on parte d'abord de là. C'est très très bien comme ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs peut-être bien, parce que ça ne sert à rien qu'on peut en parler. Et j'avais dit que si la littérature ne sert à rien, le critique littéraire sert encore moins. Il sert à très peu de choses, le critique littéraire, mais vraiment rien du tout. Et il sert d'autant moins dans nos contrées, entre guillemets, que il faut acheter un livre, il faut pouvoir le lire, il faut pouvoir écouter ceux qui en parlent, et on n'a pas le temps pour ça. Donc, d'une certaine façon, on vient quand même à un moment où les préoccupations qui sont des préoccupations vitales, tant qu'elles ne sont pas réelles, ne permettent pas encore des moyens de se divertir. Or, lire, c'est un divertissement. Je lis un livre, c'est un divertissement. Donc je crois qu'il faudrait savoir raison garder. Donc, je ne veux pas essayer ici de dire que le métier de critique littéraire, c'est très important. Non, ça ne sert à rien du tout. En revanche, c'est quand même beaucoup plus important de rappeler que c'est peut-être le sujet qui, malgré tout,
a été un sujet polémique en Afrique depuis au moins 50, 60, 70 ans. C'est curieux à dire, mais c'est vrai. Parce qu'en 1972, et c'est peut-être la raison pour laquelle les initiateurs de cette table ronde ont pensé à mettre un petit sujet sur la critique littéraire, parce qu'en 1972, il y a eu à présence africaine un numéro de la revue, à la suite d'un congrès, c'était tenu à Yaoundé, sur la critique littéraire, le critique africain et son peuple. Donc, un sous-titre qui était assez intéressant, c'était comme vecteur de civilisation. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant entre la littérature, la civilisation, la culture, le livre, le développement, voilà. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de très important à ce moment-là. Et alors, ce qu'a fait la présence africaine, il vaut mieux commencer par là quand même, ce qu'a fait la présence africaine, c'était de mettre l'accent sur l'idée qu'il n'y avait pas que l'économie, il n'y avait pas que l'agriculture, il n'y avait pas que tous ces éléments qui sont des éléments justement du développement, il y avait aussi, d'une certaine façon, le critique littéraire, susceptible de pouvoir faire porter au monde une certaine culture, une certaine connaissance de l'Afrique, c'est-à-dire ce sans quoi, ou ce par quoi il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de connaissance de l'Afrique, il n'y a pas de développement de l'Afrique. Ça nous voit certainement de propos qui ont été tenus tout à l'heure sur la question de la mémoire. Le rôle du critique avait été donc établi en Afrique en 1972 comme étant celui qui vient après l'écrivain, éclairer le monde que révèle l'écrivain, rendre compte à celui qui ne comprenne pas la situation qui est celle de la civilisation africaine, dire au monde ou expliciter pour le monde ce que le texte littéraire n'explicite pas toujours de façon assez claire, enfin bref, faire du critique africain une sorte de savant africain, permettant de vulgariser à travers ses propos les savoirs qui étaient justement des savoirs endogènes. C'est comme ça que ça a été conçu, en fait, en 1972, le critique africain. Donc, c'est un personnage important. Qui est censé décrypter ce que les auteurs ont mis dans leur roman. Non pas simplement décrypter, mais rendre plus clair. Pour le public qui n'est pas africain. C'est pour le public qui n'est pas africain. C'était cela, c'était rendre plus clair pour le public qui n'est pas africain. Rentrer dans le contexte, contextualiser et donc donner les outils aux lecteurs non africains de comprendre le monde africain qui passe par la littérature. Et donc ce point-là est un point qui est important, qui à la fois se justifiait par le fait qu'en 1972, il n'y a pas de critique africaine reconnue. Et que la littérature africaine existe, le critique africain, n'existe pas. Le critique qui existe, c'est le critique européen. Et cela est fait depuis les années 20. Je peux même remonter un peu plus loin dans le temps. Et, je ne sais pas si on va dire quelque part dans la salle, il expliquera encore beaucoup mieux que moi. C'est de remonter plus haut dans le temps et de montrer que toute la critique des œuvres africaines est une critique occidentale sur les œuvres africaines. Or, on s'apercevait, ou plutôt dans les années 70, un certain nombre d'intellectuels africains s'apercevaient que ces critiques-là n'étaient pas toujours justes, qu'elles ne touchaient pas toujours exactement à la quintessence de l'œuvre telle qu'elle avait été faite, qu'elles ne comprenaient pas toujours ce que voulaient faire les écrivains africains, et je n'en veux pour preuve ici que la postface écrite par Senghor à Éthiopie en 1956, comme les lamenteurs vont voir la source. Et dans la postface, il explique très précisément qu'au fond, tous les critiques européens de la poésie africaine, ou bien la poésie nègre, ou bien la poésie antillaise, n'ont rien compris du tout. Et il faudrait peut-être leur expliquer exactement ce qu'il aurait fallu comprendre dès lors que c'est de poésie. Il y a donc une sorte de malentendu, et c'est ce malentendu-là qu'il fallait corriger. Mais ce malentendu reposait également sur un besoin de positionnement ou de prise de position. Ce qui fait que le critique était considéré comme une figure qui devait être une figure engagée. J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une figure engagée, c'est-à-dire qu'en fait, la critique n'est pas neutre. On ne peut pas parler, j'allais dire, de façon neutre des œuvres africaines. Il faudrait en avoir la légitimité, mais il faudrait en faire la critique, parce qu'on a un besoin qui est un besoin vital de connaissance, de découverte, d'expression, de compte-rendu d'une idéologie qui se dégage de l'œuvre. Et cet engagement-là a tout à la fois donné une identité aux critiques, mais peut-être plombé le critique. Ça a donné une identité aux critiques, parce que du coup, tous les discours de l'Afrique avaient exactement la même portée. Ah, les étudiants ils sont tous contre les pouvoirs. Bon, on connaît en fait tous ces discours-là, faisant que le critique ne peut plus se sortir de ces appuis, de ce cadre qui était un cadre absolument établi. Et faisant alors par là même que la critique n'était plus du tout libre. Et ça va poser en fait un certain nombre de problèmes après, à la fois pour la critique littéraire elle-même, pour l'activité du critique, pour la manière par laquelle celle-ci va être conçue dans les médias et dans sa médiatisation. Et l'ensemble de tous ces problèmes-là sont ceux qui vont, à mon avis, en gros, jouer dans la critique jusqu'au début des années 2000. Justement pour continuer, c'est très intéressant de voir cette évolution-là. Et je voudrais vous amener dans les années 2000 et maintenant. Est-ce que vous considérez que ce positionnement nécessaire du critique comme étant
qui explique à un lectorat autre, et qu'aujourd'hui on est dans une recherche, je ne suis pas sûr qu'on l'ait trouvé, mais on est dans une recherche d'un lectorat plutôt africain, ce positionnement-là a de fait mué. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que cette critique-là, du fait que du coup n'a pas disparu? Est-ce qu'elle existe là-dessus? Alors là-dessus, je dirais deux choses, n'étant pas certaine de la seconde d'ailleurs. La première, c'est l'évolution de la presse en Afrique noire sur la question littéraire. Quand on regarde tous les organes de presse, quand tu vois Sénégal, Cameroun, Congo, Gabon, etc., on sait qu'à un certain moment donné, aux alentours des années 70-80, il y a eu des émissions qui étaient des émissions littéraires, des journalistes qui étaient des journalistes littéraires, la critique de la presse qui était une critique de la presse écrite en littérature, ça s'est vu, remettons jusqu'au milieu des années 90 à peu près. C'est paradoxal. La chute des ouvrages gouvernementaux a conduit, assez paradoxalement, à la mort de ce type de critique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la presse qui est la presse libre, ou considérée comme telle, n'a pas pris le relais. Cette presse-là n'a pas de rubrique qui soit une rubrique, j'allais dire, régulière de littérature, avec des journalistes consacrés à la littérature, avec des journalistes spécialistes dans la littérature. Bref, ils font le métier que j'évoquais tout à l'heure. Je vous ai dit, ça sert à rien la critique littéraire. Donc, en fait, il vaudrait mieux trouver des gens qui ont coutume de faire des choses qui ne servent à rien pour faire la critique littéraire. Et ça, dans des journaux qui sont des journaux privés, ou des rubriques qui sont des rubriques littéraires, ne sont pas des rubriques qui attirent. Donc, c'est paradoxal, mais ça pose des problèmes, j'allais dire, énormes. De temps en temps, je dis comme ça avec des copains quand on parle d'Afrique, je leur dis, moi il y a une chose qui me frappe toujours dans la presse privée en Afrique, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, c'est qu'il n'y a aucune trace des émissions qui pourraient être des émissions spécialisées à la littérature. C'est assez frappant. Ah oui, mais enfin, c'est juste un constat. Hein. Je peux me tromper, mais faites comme moi, regardez les émissions de chaînes de télévision privées en Afrique, vous aurez beaucoup de danse, vous aurez beaucoup de religion, vous n'aurez rien sur le livre. Rien. Rien sur la littérature. On n'invite pas les écrivains, jamais. On ne fait pas des voix, par exemple, quand il y a des prix jamais. Alors, on ne peut pas dire que c'est encore la faute d'Occident, sinon c'est trop rapide. Mais ça vient du fait que la littérature n'est peut-être pas considérée en Afrique noire, pour nous, comme une chose qui est une chose importante. Or, c'est à mon sens faire quand même injure à un certain nombre de pionniers, on parlait de pionniers tout à l'heure, je pense à Ali Diop et à la génération de ceux qui ont fait du livre un mode de transmission de la culture, c'est faire injure à cette génération-là, que ne pas poursuivre aujourd'hui un travail de promotion, vulgarisation, interprétation, tout ce que vous voulez, autour de cette chose qui s'appelle livre, qui s'appelle littérature. Je vais faire donc le lien avec justement cet aspect de disparition quelque part de cette critique pour revenir donc à Rose, qui est dans un positionnement justement où il met l'accent sur le fait qu'il fait un travail de critique de temps en temps, selon son point de vue, mais surtout, il est dans une dynamique de promotion. Est-ce que, en étant dans cette dynamique, est-ce que vous considérez que la connaissance ou le but c'est ça, de vendre plus de livres, passe par le fait qu'il y ait plus de chroniqueurs ou qu'il y ait plus de critiques littéraires? Est-ce que vous liez l'aspect développement des littératures, plus grande surface de lectorat des littératures, avec la présence de plus de blogueurs comme vous ou de critiques littéraires? Je dirais non, parce que il y a d'abord la question du besoin, et malheureusement, ce que je constate en 10 ans d'expérience, c'est que il n'y a pas un réel besoin autour de la fiction littéraire africaine dans la communauté africaine. Parce que justement, ce que je trouve intéressant dans ce qu'a dit le professeur François, c'est de montrer donc cette évolution de la critique littéraire et de constater en fait une absence de relais en fait. Et quand j'ai créé mon blog, mon besoin était le suivant, mon besoin premier, parce que je ne vais pas dire que ma démarche première est de faire la promotion, mais elle a fini par s'imposer. Parce que quand j'ai créé mon blog, à la base, comme ceux qui sont allés, diront, j'ai mis mes lectures cosmopolites. Or, actuellement, elles ne sont plus cosmopolites, elles sont centrées sur les mondes noirs, tout simplement parce que en créant des émissions littéraires, en organisant des rencontres littéraires, à un moment donné, l'urgence de parler des sujets qui sont liés au monde noir, en fait, c'est imposé. Mais
Et paradoxalement, je n'ai pas le sentiment d'un intérêt réel sur ce que peut produire un Africain autour de son imaginaire. C'est un constat assez difficile, mais En 100 ans, vous considérez que vous n'avez pas aidé à faire vendre le livre? Je ne peux même pas parler en termes de vente, puisqu'on organise des rencontres littéraires avec les Palavres autour des arts, on organise des rencontres littéraires où les gens sont très heureux de venir discuter autour des écrivains. Mais quand il faut passer à la caisse pour acheter un bouquin, voilà, on aime finalement beaucoup discuter autour de l'écrivain, autour de ce qu'il dit, mais on sait finalement très peu ce qu'il écrit. Et ça, c'est un constat. On a monté avec Ipadia une émission, pour moi, dont je suis assez fier, 52 minutes qu'on consacre à un écrivain ou autour duquel on met 4 lecteurs, donc moi y compris. Et c'est très intéressant de voir l'intérêt, parce que je pense que le contenu, on a publié dernièrement une émission avec Mohamed Bougarsa, qui a écrit un super bouquin, et on a fait une super émission. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la communauté, entre guillemets, porte le sujet. Comment elle fait circuler, elle viralise ce contenu. Et force est de constater que même en essayant d'être présent, de pousser dans les réseaux, en essayant de taguer un peu, je n'aime pas trop le faire, on like de temps en temps, on ne partage pas. Donc je pense que on ne fait pas de buzz, on n'arrive pas à faire le buzz autour des... On ne porte pas ces discours, on ne les porte pas, on ne porte pas ces contenus. Et moi, ce qui est intéressant, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a peu de durée dans la production des blogs, dans cette prise de parole, finalement, c'est qu'au départ, on pense qu'on va faire de la promotion, et parce qu'on fait cette promotion-là, il va avoir un relais, donc il va avoir un intérêt sur le critique, parce que le critique aussi cherche quelque part cette lumière. Et au bout de 2-3 ans, on se rend compte que finalement, ça n'intéresse personne. Donc, on ferme le blog, et souvent, on le fait même disparaître, ce qui est dommage. Donc, moi, j'ai toujours cet intérêt pour produire Enfin, moi, ça m'intéresse de parler de ce que disent les écrivains, parce que d'une certaine manière, derrière ce qu'ils disent, moi, je peux parler des sociétés africaines, je peux essayer de comprendre un peu mieux ce que les écrivains essayent de dire au travers de leurs mots. Et comme j'ai toujours de l'intérêt à faire cela, donc la dimension promotionnelle, les stats, m'intéressent moins. On en discute souvent avec Ipadia d'ailleurs, dans cette discussion entre nous. Il est toujours assez surpris que je sois agacé qu'une émission n'atteigne pas les 1000 vues au bout d'un mois. À une certaine époque, j'étais dans cette crispation-là. Et à un moment donné, il me dit, mais écoute, on crée le contenu. Ceux qui sont intéressés iront jusqu'au bout de l'émission. Ceux qui veulent avoir une information sur de critiques, avoir juste les informations nécessaires à l'émission, ils verront les 10 premières minutes, et le reste, tant pis. Et je pense que c'est ça qui nous permet de continuer de produire malgré le désintérêt flagrant. Pas très optimiste. J'aimerais juste... on me posait la question, il y a une blogueuse qui a créé le Black Note, un agenda culturel, qui dans une interview me demandait la question, mais pourquoi il y a très peu de salons dédiés à la littérature africaine? Et je lui ai répondu, ce que je viens de dire là, en fait, c'est que un salon, à la base, il y a une dimension économique. On ne va pas faire un salon juste pour rassembler les gens, pour le plaisir, qu'ils discutent. Il y a des enjeux aussi économiques. Et si nous ne valorisons pas ces discours en investissant, en disant que je vais créer une bibliothèque pour mes enfants, enfin pour moi-même, pour mes enfants, écoutez, c'est normal que sur Paris, il n'y ait peut-être que ce salon qui sera dédié aux littératures noires en Europe sans global. Ninon, vous dans ce cas, puisque manifestement on va dire la critique journalistique ou blog
estime avoir failli, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'en créant Afrique transversale, vous essayez de sortir du monde universitaire où vous avez une cible? Je pense que là, vous disiez, universitaire. C'est quoi l'Afrique transversale? C'est essayer de vulgariser une critique ou une connaissance de ces textes-là et toucher un public autre. Et est-ce que vous y arrivez? Est-ce que dans les rencontres d'Afrique transversale, vous arrivez à toucher un lecteur lambda qui découvrirait des choses? Ou est-ce que c'est quand même, ça reste un entre-soi? Alors, notre objectif premier, quand on a créé Afrique transversale, était de donner à connaître des textes venus ou liés à l'Afrique dans un environnement où ils n'étaient quand même pas excessivement représentés, c'est-à-dire à l'ENS. Donc notre objectif initial était quand même un objectif interne à l'académie, interne à l'université, qui était de faire lire à des gens qui n'étaient pas du tout spécialisés sur l'Afrique, des textes venus d'Afrique et par un Afrique, c'est-à-dire de faire éclater un peu les frontières, les cantonnements qu'il pouvait y avoir entre différentes spécialités. Et peut-être d'inspirer plus de vocations à travailler sur ces textes. C'était une sorte de vocation de contamination, de faire lire et de faire connaître. Donc nécessairement, il y avait une dimension de vulgarisation. Mais de vulgarisation qui se tournait d'abord vers d'autres universitaires. Mais ensuite, il se trouve que dans les faits, on a été très agréablement surpris, grâce notamment à Facebook et aux réseaux sociaux, de constater que le séminaire attirait des gens qui n'étaient pas du tout, qui n'appartenaient pas du tout à cette spécialité-là, qui venaient par intérêt, pas forcément pour lire, souvent pour discuter. Et donc notre objectif à partir de ce moment-là, on a infléchi un peu nos méthodes, nos façons de procéder, et on a mis au centre des rencontres les textes et les écrivains qui parlaient de ces textes. C'était une autre façon de mettre en jeu la critique pour nous que de à la fois projeter les textes, les lire ensemble et de faire parler les écrivains à leur sujet. Donc, il y a une chose sur laquelle j'aimerais, je garde Rally pour un petit moment, revenir au professeur Francois, sur peut-être là où le manque est peut-être le plus flagrant, de mon point de vue, hein, là je m'engage moi en tant que lecteur. Vous qui avez côtoyé beaucoup de personnes qui ont fait des tests, certains sont devenus auteurs, certains ont écrit, ou vous côtoyez simplement, vous connaissez cet univers avec vos travail pour Présence africaine, dont vous côtoyez beaucoup d'auteurs. Il y a un type de critiques qui sont totalement absents aujourd'hui, c'est les écrivains, sans les écrivains. Est-ce que vous ne pensez pas que les auteurs africains donnent l'impression qu'ils ne se lisent pas entre eux? Parce que, sauf quand c'est pour faire des recensions sur Kourouma ou Charanta Diop, on en trouve, mais les lecteurs, les auteurs qui sont censés être les premiers lecteurs, est-ce que de votre point de vue, de votre poste d'observation, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un manque là d'engagement des auteurs à se lire entre eux et à se critiquer, et peut-être vous nous raconterez, ou tout le monde connaît l'anecdote Mongobeti et Camara Live, mais dès comme ça aujourd'hui, est-ce que c'est pas un manque, ça, justement, des auteurs, il y en a plein dans la salle, qui se lisent et qui se disent des choses? Je sais pas, une chose est de se lire, une chose est de se dire des choses. Je pense que ça fait deux choses totalement différentes. Dans la polémique que vous évoquez entre Camara Live et Mongobeti, plutôt Alexandre Guidi pour être plus précis, c'était une époque où les écrivains pouvaient encore prendre la plume pour parler d'autres écrivains, sans que cela ne pose de problème à personne. Enfin, sans que ça pose de problème à personne, je voulais des nuances de mon propos tout de suite. C'était dans un lieu qui était un lieu précis, c'était Présence africaine et pas ailleurs. Donc j'allais dire c'était une critique qui était une critique entre nous, quand même. Un lieu qui était acceptable pour cela, où les conditions pour ce type de discours avaient été très bien établies. Est-ce qu'aujourd'hui les écrivains se disent oui, beaucoup? Je pense à Mabanko et d'ailleurs Ferrial se disent énormément. Je pense que Mabanko est un vrai critique littéraire. La preuve qu'il a fait comme Gangéo, c'est qu'il a créé un blog qui dure depuis très longtemps, et c'est un blog sur lequel il rend compte de sa lecture, il fait des analyses littéraires, il fait des propositions de lecture. J'allais dire qu'il est en fait une sorte d'écrivain critique dont l'activité d'enseignant permet effectivement ce type
deux choses. Il enseigne en Californie, et donc parce qu'il enseigne en Californie, un de ses séminaires porte justement sur la création littéraire, et que par là même il est obligé de faire la critique, qui est transcrit ensuite sur son blog. Tout est un peu lié chez lui. Est-ce que les écrivains se lisent? Oui, les écrivains se lisent. Est-ce qu'ils parlent toujours dans la presse de ce qu'ils ont lu? Non, plus maintenant. Peut-être qu'ils ont raison de le faire, finalement, de ne pas parler dans la presse de ce qu'ils ont lu entre eux. Peut-être que ça n'a plus aucun intérêt. Parce que ça a un intérêt lorsque ça crée la polémique. Et si on remonte effectivement dans l'histoire de la littérature française, par exemple, des 17e, 18e, 19e siècle, la critique des écrivains était une critique qui était intéressante que lorsqu'ils étaient en train, précisément, de créer des polémiques, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord entre eux sur des sujets, lorsque les uns et les autres s'équipaient sur la voyelle, sur la couleur de la voyelle, sur la nature du roman, voilà, ça avait un certain intérêt. Ça avait du sens. Enfin, rétrospectivement, on va se rendre compte que ça avait du sens. Si c'est pour se dire qu'on est d'accord entre soi, que c'est très bien ce qu'on a écrit, que c'est merveilleux, nous sommes tous très blancs, cela n'a vraiment aucun intérêt. Il faut dire les choses comme elles sont. Ou alors, si vous prenez par exemple Soyinka qui faisait la critique de Senghor, oui, ça a un intérêt. Divergence, francophonie, anglophonie, là on comprend très bien. Aujourd'hui, moi j'ai bien le sentiment que la critique des écrivains, telle qu'elle avait été conçue à l'époque, est une critique qui s'est déplacée du secteur, si je dis, de la littérature, au secteur que je pourrais appeler social. Regardez par exemple Léonora Miano, regardez Fatou Diop, je prends que deux écrivains récents, dont on s'aperçoit très bien que les discours polémiques qu'elles tiennent, son discours se trouve un tout petit peu en dehors de la littérature. Voilà, c'est en dehors du champ littéraire, c'est le rapport entre littérature et société, c'est tous les discours autour de invisibilité, reconnaissance, citoyenneté, patriotisme, nation, enfin l'ensemble de toutes ces questions, qui sont des questions contemporaines, qui sont importantes, hein, mais dont on voit très bien que ce sont des questions qu'elles ne traitent que marginalement dans nos œuvres littéraires. Mais je dis bien marginalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre ce qu'elles disent dans l'essai et les retransposer dans la fiction, ce qu'on pourrait assez vite. Et cela me permet effectivement de revenir à une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on est bien entré là dans le monde où il existe de plus en plus une professionnalisation de la critique, que cette professionnalisation soit une professionnalisation institutionnelle, universitaire, voilà, les gens qui font métier de faire critique, même parfois de l'enseigner, peut-être pas toujours de vulgariser, mais il y a bien cette frontière-là entre le critique d'un côté et l'écrivain de l'autre. J'allais dire qu'il y a une sorte de division du travail qui s'est établie de façon assez normale, qui fait que quand le critique fait œuvre de critique, ben, il n'a peut-être pas besoin de faire comme autrefois, c'est-à-dire d'être taxé de celui qui ne sait pas faire de la fiction, et alors comme il ne sait pas faire de la fiction, c'est le sujet dans la critique. Ou alors dire à celui qui ne sait pas faire la critique qu'il ne sait faire rien d'autre que l'imaginaire, la fiction et refusant effectivement la critique. Je crois qu'on est sorti de là. Et on est sorti de là, et c'est assez bien ici, parce que finalement la professionnalisation a d'autres enjeux que l'imaginaire n'a pas. Et l'imagination a d'autres enjeux que la professionnalisation n'a pas. Par exemple, et je m'arrêterai là, simplement pour la professionnalisation, il me semble qu'aujourd'hui, et c'est ce que rappelait tout à l'heure Mme Charros, et je crois qu'on a un certain nombre de personnes dans cette salle à le partager, il y a un certain besoin de professionnalisation de la critique qui doit être mise au service de la défense de la littérature. Et ce n'est pas parce qu'on dit, par exemple, que Bougarsar est un grand écrivain, que l'on a avancé beaucoup dans le domaine de la critique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit de Bougarsar ni de son œuvre. Il vaut mieux aller prendre le texte de Bougarsar, définir tout ce qu'il y a dans le texte de Bougarsar en tant que critique littéraire, et rendre compte de ce qu'il y a dans le texte comme étant une marque pour lui, justement, de l'auteur, une marque de génie, plutôt que d'essayer de faire le mal. Ce travail-là doit être fait exclusivement par des critiques professionnels qui, par leur profession, seront reconnus dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on dise que telle personne est peut-être le meilleur critique de Bougarsar, comme on a dit, par exemple, que telle critique était le meilleur critique de tel poète français, par exemple. Et ça, si on arrive de ce côté-là, on aura vraiment avancé parce qu'on aura fait deux reconnaissances. La reconnaissance du critique et la reconnaissance de l'auteur. Voilà. Je veux finir, avant de prendre les questions de la salle, je vais finir avec l'auteur. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'auteur, on ne se retient pas de dire que tel livre, sur tel aspect, n'est pas bon, parce qu'en tant qu'auteur, on a peur peut-être d'être mis à l'index par d'autres. Vous savez, il y a le syndrome du footballeur qui ne peut pas dire. Est-ce qu'il faut être Zidane pour pouvoir dire que Messi a fait un mauvais match? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vous reprocherait pas ça? Ou est-ce que vous ne fermeriez pas les portes si demain vous faisiez une chronique démontant le style de Alama Moko qu'on a cité, ou
de Ken Vogel, est-ce que là vous ne retiendrez pas parce que vous dites ah peut-être que je ne vais pas être invité à étonnant voyageur. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette bridage qu'on fait automatiquement en tant qu'auteur? Alors, je vais répondre à cette question, c'était l'un des points. Alors j'ai pris beaucoup de notes, hein, parce qu'il y a eu... Je vais faire rapide, parce qu'on va faire les questions. J'ai pris beaucoup de notes parce qu'effectivement j'ai écouté les interventions des uns et des autres. Rapidement, moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un critique littéraire ne sert à rien et qu'une critique littéraire ne sert à rien. Moi je dirais que, si je peux me permettre, alors si on dit ça dans le sens que le métier ou le travail de la critique littéraire est un travail ingrat, là je dis oui. Là, je dis que je suis d'accord, mais je ne dirais pas que ça ne sert à rien. Au contraire, bien au contraire. On vit dans une époque où on lit de moins en moins, où on ouvre des livres de moins en moins, où on s'arrête de plus en plus au 4e de couverture. Aujourd'hui, il faut regarder ce qu'on appelle les critiques littéraires. Il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, ce qu'on appelle une critique littéraire, c'est quelqu'un qui va prendre le 4e de couverture, d'accord, avec les quelques lignes biographiques sur l'auteur, il va les coller, il va changer 2 mots et il va mettre critique littéraire, parution. Voilà, et on va présenter ça comme étant une critique littéraire. Non, ça ne marche pas. La critique littéraire, c'est autre chose. Moi, je définis personnellement la critique littéraire telle que je la pratique personnellement, et je la pratique avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Je la définirais comme une école. La critique littéraire est une école. C'est une école de quoi? C'est une école de la lecture, c'est une école de l'humilité également. Et vous en avez à juste titre parlé, parce qu'il est très difficile, très difficile, de se débarrasser de ces habits d'intellectuels ou d'universitaires ou d'écrivains ou de je ne sais quoi et d'aller parler du livre de l'autre, de l'écriture de l'autre. C'est un travail extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on se met à nu, on s'efface derrière le texte et on accepte de mettre en valeur et d'évaluer le travail de l'autre, de le décortiquer, d'aller dans le détail. Donc moi je trouve qu'il faut qu'on essaie de repenser la critique littéraire, comme on disait tout à l'heure, comme un effort de lecture au plus près du texte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de faire des critiques littéraires rapides et qui survolent le texte et qui survolent le contenu. Il faut qu'on arrive à rentrer en détail. Et je trouve que par les temps qui courent, on a besoin de critiques littéraires. Alors ça, c'est le premier point. Rapidement, sur la question de l'absence d'émissions littéraires, moi, je trouve que c'est pas la particularité de l'Afrique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions littéraires, même en France. La dernière émission littéraire qui existe, c'est La Grande Librairie, sur France 5, d'accord? Et encore, avec les réserves, les critiques que les uns et les autres auront par rapport à cette émission, par rapport au choix, par rapport aux invités, et par rapport au fait qu'on n'en parle pas que de littérature. On est obligé d'y mettre un peu de cinéma. J'ai rien contre le cinéma, hein, mais je veux dire, par là, on est obligé d'élargir pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas d'audience. Voilà. Donc ça c'était une remarque. Et alors, on n'en a pas parlé, mais il y a les médias, il y a la question des médias. Moi, aujourd'hui, quand je reçois des livres, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de lire le livre de Bouga, puisqu'on en parle. Je sais que je vais en faire certainement une recension, d'accord? Alors, je vais avoir le problème de la plateforme, du site internet, du magazine. Je vais l'envoyer probablement à 2 ou 3 revues, par-ci, par-là, mais on va me répondre en me disant, ben non, nous, on ne publie que les auteurs, que les critiques littéraires qu'on sollicite nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les revues, les magazines littéraires qui sont lus, qui sont diffusés, même sur Internet, aujourd'hui, elles choisissent leurs contributeurs. Donc il y a une forme un peu il y a un espace fermé, il y a un cercle fermé, et il est très difficile d'y accéder. En tant que critique littéraire, il est très difficile d'avoir sa recension ou sa critique littéraire publiée. Et alors, ça pose effectivement la question des médias, mais je dirais, parce qu'on a parlé de la complaisance aussi, parce que critique littéraire et complaisance. Moi, personnellement, je trouve qu'il est extrêmement facile de dire du mal d'un livre. Il est extrêmement facile de venir et de détruire un livre. Ça, on peut le faire rapidement, facilement, ça se fait. Mais il est extrêmement difficile de trouver du bon dans un livre. Parce que ça oblige justement à faire un effort de lecture au plus près du texte. Ça oblige à regarder la structure du texte, à voir des aspects qui vont de la narration au récit, à la dimension sociologique, etc. du texte. Et je trouve que c'est un effort qu'il faut faire. Voilà. Je m'arrête là. Je vais être obligé de te couper. Même si sur ce dernier point, je pense totalement l'inverse. Je pense que c'est plus facile de baisser les lauriers d'un livre que d'en dire du mal. Non,
Alors, non, mais pour préciser, quand je dis qu'il est plus difficile de dire du bien, il faut dire du bien, mais dans le sens où c'est justifié dans le texte. Attention, je dis pas... Non, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une critique littéraire au plus près du texte demande beaucoup d'efforts. Ça demande déjà de lire le texte de la page de garde à la page de couverture, en prenant des notes et en organisant sa critique littéraire suivant des axes. D'accord? C'est un vrai travail. On va transférer peut-être dans extrêmement rapidement le micro. S'il y a des questions... On est en retard, donc 2 questions max. Et on va essayer d'être le plus concis. Je pense que comme c'est pas sur la monnaie, on ne devrait pas avoir une déferlante de questions. Bonjour, merci. Je ne sais pas si vous êtes vraiment d'accord, mais enfin, on me paraît fondamental de distinguer la critique littéraire de presse et la critique littéraire, qui fait des comptes rendus à chaud, qui fait de la promotion littéraire. Et j'ai beaucoup d'estime pour l'académie littéraire, la culture, machin chouette. Enfin, effectivement, une recension qui est faite après avoir passé 2 heures à écrire un livre, au lieu, ça n'est pas l'équivalent d'un article de fond qui va être archivé, qui va être publié dans une revue savante, qu'on retrouvera 20 ans après. Enfin, il y a tout un travail absolument merveilleux maintenant, grâce à Internet, on peut retrouver. Il y a en France, je parle en tant que retraité de l'université américaine, en France, il y a une espèce de paresse qui consiste à effectivement faire de la critique d'opinion et d'humeur, et de croire qu'on sait tout alors qu'on n'a absolument pas été faire de recherche, et qu'il y a toute une littérature scientifique sur tel auteur, par exemple, mais on ne va pas voir, on ne va pas toucher, on pense un petit truc et on essaye de publier. Donc il y a des choses à distinguer. Il y a l'erreur du salon, il y a la critique littéraire de fond qui va rester, et puis il y a la critique littéraire de presse qui passe, qui fait de la promotion. C'est pas du tout la même chose. Question pour les auteurs ou on va pouvoir laisser... Voilà. J'avais une question, vous avez parlé de différents supports de critiques, soit faire des recensions, soit faire des commentaires de lecture, etc. J'avais une question qui portait plus sur les méthodes de critique, entre une approche qui va être, par exemple, de linguistique, de stylistique ou d'histoire littéraire. Et est-ce que, face à l'urgence qu'il y avait dans les pays africains dont vous avez parlé, est-ce qu'il y avait un style d'approche critique qui serait peut-être plus pertinent, plus nécessaire à avoir? Je pense notamment à l'histoire littéraire, qui en effet est compliquée, vu que les études francophones sont plutôt mal enseignées, absentes, ou de manière particulière dans les programmes scolaires. Peut-être qu'il y a un déficit aussi sur la manière de les relier entre elles et d'en faire l'histoire pour les comprendre aujourd'hui. Voici ma question. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai suivi vos interventions avec beaucoup d'intérêt. Ma question porterait sur le fait que, au-delà de ce qu'on vient de présenter, la culture, la critique comme exercice de vulgarisation ou de contextualisation, quel est, selon vous, la culture est un exercice aussi de hiérarchisation, de jugement, quels sont les critères de littéralité, puisqu'on parle de critique littéraire? Est-ce qu'il y a des critères selon lesquels, ou des canons, selon lesquels une œuvre est de la littérature ou pas? Alors moi je voulais réagir à ce que Madame disait tout à l'heure en parlant un peu de la critique journalistique. J'avais du mal un peu à me définir tout à l'heure parce que justement le blogueur n'est pas tout à fait... Il est à la fois... Il peut être considéré comme un journaliste. Moi maintenant j'ai une carte de presse donc je peux... donc le blogueur devient journaliste. Et je ne peux pas laisser dire que une recension dans une analyse de presse ou sur un blog, quelqu'un qui a lu très rapidement un texte. Il y a des bons journalistes littéraires, il y a des bons blogueurs littéraires. Le blogueur littéraire, généralement, quand il publie un article sur un livre, c'est qu'il l'a lu, de manière générale. Souvent, les articles que je ne publie pas, c'est que
vraiment le texte a été tellement médiocre que j'ai du mal à même en parler. Je préfère l'indifférence à ce moment-là. Mais je pense que c'est un peu simpliste en se positionnant en tant qu'universitaire et en disant les journalistes font des petits comptes rendus et puis nous faisons des belles analyses. Moi, je discute avec des universitaires qui sont contraints de lire certains livres avec aucune passion. Mais ils arrivent, parce qu'ils ont le bagage, parce qu'ils ont la technique, à produire une critique. Mais quand on discute avec eux, c'est ce que tu disais, on a un compte rendu froid parce que finalement la personne est obligée de prendre quelque chose selon les contraintes de son secteur d'activité. Et je comprends le contexte, mais c'est important de dire qu'il y a des personnes passionnées qui s'expriment. Et je voulais juste dire là-dessus aussi que le web permet l'extension de la critique par le biais des lecteurs, justement. Parce que, justement, le blog ou des plateformes comme Babelio permettent à des personnes passionnées de s'exprimer et de pouvoir au moins commenter un livre. Parce qu'il n'y a rien de plus négatif pour un livre d'avoir une absence de commentaires. L'indifférence, moi je discute avec des écrivains, il n'y a rien de plus horrible sur un texte que l'indifférence. Et je sais que même la critique d'un blogueur ou d'un simple lecteur, on ne peut pas la marginaliser, on ne peut pas la... Juste, je voudrais, juste par très peu de temps, le professeur, qui justement pourra répondre peut-être sur les questions qui sont sur les aspects plutôt de, là pour le coup pour Philippe, c'était plutôt sur ce qui serait le canon de ce qui serait la littérature, peut être assez polémique, ou la première question qui était de ce côté. Oui, je voulais juste préciser tout à l'heure quand le critique ne sert à rien. À la fois, je crois profondément, la critique littéraire, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'il y a des choses qui servent à grand-chose, j'en sais rien plus. Mais ça sert à rien du tout. La littérature, surtout, ne sert à rien. C'est votre avis, je le respecte. Il y avait un écrivain guinéen qui disait que dans le mot écrivain, il y a le mot vent. Et c'était très très bien aussi. Je crois que dans le mot critique aussi, il faut entendre quelque part le mot vent. Mais j'avais ajouté, c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant d'en faire. Voilà, c'était un argument rhétorique. Il fallait le prendre comme ça. Alors ceci étant dit, oui, est-ce qu'il fallait faire est-ce qu'il y a une urgence critique vis-à-vis de l'histoire? Oui, parce que c'était, me semble-t-il, le moment où, si j'ose dire, la critique littéraire des textes africains, francophones en particulier, est entrée dans le champ. La méthodologie qui avait cours à l'époque, c'est-à-dire qui était en vue. C'était la méthodologie de l'histoire littéraire. C'est la raison pour laquelle la plupart des critiques de cette époque-là ont emprunté la démarche de l'histoire littéraire, parce qu'au fond, il ne se démarquait pas beaucoup de ce qui se faisait. Il ne dérogeait pas beaucoup à la règle. Il permettait justement de faire ce que je peux appeler l'extension du champ de l'histoire littéraire, ce qui, au fond, me paraissait être absolument évident. Est-ce que c'était une bonne chose? Oui, parce que ça permettait de faire comprendre les œuvres littéraires. Est-ce que c'était une mauvaise chose? Oui aussi, parce qu'en fait, ça permettait encore une fois de plus d'enfermer la littérature qui venait d'arriver dans un domaine peut-être spécifique sur l'histoire littéraire, en l'absence de tous les contextes historiques qui avaient existé et qui avaient présidé à la domination, entre guillemets, de l'histoire littéraire. Deuxième chose, est-ce que le critique littéraire dit ce qui est littéraire, ce qui ne l'est pas, parfois? Est-ce qu'il a raison? Non. Qu'est-ce qui est littéraire, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, c'est la vraie question de la littérature. Dès qu'on commence à mettre les bornes à ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas, là, on commence justement à entrer dans le monde du génie, mais le génie dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'au fond, il ne s'agit pas, de mon point de vue, il ne s'agit pas quand on lit un texte de savoir si c'est littéraire ou pas. Si on le lit, c'est qu'on a déjà pris la peine de savoir que c'était littéraire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat moral qui nous permet en fait d'entrer en littérature et de dire que ce texte-ci, pour moi, n'est pas un texte de droit, par exemple. Ce texte n'est pas un texte d'économie, ou bien ce texte n'est pas un texte de mathématiques. À partir du moment où on dit je vais faire la critique d'un texte, alors on dit, j'allais dire de facto, que ce texte est un texte littéraire, qu'il soit bon ou pas, c'est un autre dossier, que l'auteur soit grand ou pas, c'est un autre sujet, mais je pense qu'on ne peut pas dire ceci est, ceci n'est pas de la littérature, ce serait une erreur. On va devoir arrêter là, sinon on va se faire torturer par les organisateurs. Merci encore à beaucoup d'entre vous et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette discussion.
Comme pour tout à l'heure, les dédicaces, ça sera sur la gauche, donc il faut se protéger, on va vivre